là, nous partons en Belgique francophone. Là, on est sur des bases, je dirais, de voisinage assez faciles, hein, sur le plan sociologique, sur le plan juridique aussi, je crois qu'on peut le dire ça, mais néanmoins avec des originalités. Oui. Que vous allez nous exposer. Donc, l'une et l'autre, vous êtes au service général de la délinquance juvénile. Peut-être aussi, vous pouvez nous expliquer exactement, pour qu'on ait en tête la correspondance que ça peut avoir avec nos institutions. C'est peut-être... Oui, c'est peut-être un peu... Bon, bonjour à tous. D'abord, merci aux organisateurs de nous avoir invités et de pouvoir vous présenter la réalité en Belgique francophone. Je dis d'emblée, je vais vous donner quelques éléments du cadre institutionnel belge. J'espère qu'il n'y a pas, mais j'en doute, dans la salle, un professeur de droit constitutionnel belge, parce que Belgique francophone, ça ne veut rien dire déjà au niveau de la constitution belge. Mais je vais simplifier à l'extrême. J'aurais dû dire, pour être correcte, aspect juridique et pédagogique de l'accompagnement des jeunes en conflit avec la loi dans les services publics francophones qui prennent en charge les jeunes en conflit avec la loi. Voilà, mais j'ai pensé qu'il était quand même intéressant d'abréger un petit peu. Et certes, je sais que nos amis français apprécient le surréalisme à la belge. Ils sont vraiment convaincus de ce que nous avons, cette possibilité de rire de nous. Mais je peux vous dire que quand on est au travail avec la réalité, la complexité institutionnelle en Belgique, on rigole beaucoup moins. Voilà, alors, service général de la délinquance juvénile chez nous, bon voilà, nous sommes l'administration de l'aide à la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles. Commencez déjà par expliquer ça. Et donc, nous sommes le département qui, au sein de l'administration de l'aide à la jeunesse, suit les jeunes en conflit avec la loi, les recherches qui sont faites, et on vient de faire pas mal de recherches ces derniers temps, on va en parler. Je vais d'ailleurs tenter, donc moi, en une dizaine de minutes, de vous parler de certains aspects juridiques de la prise en charge des jeunes en conflit avec la loi, et plus précisément, mon propos, vu le temps imparti, sera de questionner l'organisation de nos institutions, et peut-être d'autres institutions dans les pays voisins, qui sont francophones, donc qui sont privatives de liberté. Et donc, je voudrais revenir sur la question de l'enfermement et de ce qu'on entend exactement par une institution privative de liberté ou qui cultive l'enfermement. C'est pas simple chez nous et je pense que ça ne l'est pas au niveau, en tout cas, européen, de ce que je peux connaître des pays voisins. Ma collègue, et on y tenait beaucoup, c'est pour ça qu'on va essayer d'être vraiment synthétique, ma collègue évoquera l'importante réforme que l'on vient d'instaurer dans nos services publics d'accompagnement et d'hébergement. Moi, je ne vais parler que des services d'hébergement, puisque j'ai parlé de l'enfermement et de la privation de liberté. Elle développera les projets, les nouveaux programmes pédagogiques que nous avons mis en place dans nos services au bénéfice des jeunes en conflit avec la loi. Bon, rapidement, le modèle institutionnel belge. La Belgique est un État fédéral depuis 1980, qui est composé de régions et de communautés. Les régions ont des pouvoirs de type économique, les communautés gèrent les matières personnalisables. Et depuis la première réforme de l'État en Belgique, qui a transformé donc l'État belge en État fédéral, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse est une compétence des communautés. Il y a 3 communautés en Belgique. La communauté française, non, la communauté française en Belgique n'est pas la communauté qui représente les Français résidant en Belgique, elle représente les francophones de Belgique, en gros. La communauté flamande et une petite communauté, mais qui a les mêmes compétences que les 2 autres grandes communautés, la communauté germanophone. Alors, donc, l'aide et la protection de la jeunesse a été communautarisée dès 1980.
Par contre, enfin, quand je dis l'aide et la protection de la jeunesse, je vise ici les jeunes en danger, en difficulté, victimes de maltraitance. Par contre, pour les mineurs en conflit avec la loi, nous, on parle dans notre jargon, on utilise parfois le terme jeunes en conflit avec la loi, mais jeunes délinquants, et on dit même jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction. Cette longue appellation est le résultat de la volonté, enfin, et je pense toujours affirmer, même s'il y a des tendances évidemment qui vont dans le sens notamment que monsieur l'avocat ici a évoqué, la volonté est vraiment de défendre le modèle protectionnel de prise en charge des jeunes délinquants. Donc les mineurs en conflit avec la loi, l'État fédéral est resté compétent, même après la première réforme de l'État, donc, pour déterminer les mesures qui seront à disposition des juges de la jeunesse. Par contre, les communautés avaient déjà la compétence de pouvoir organiser les services qui devaient mettre en œuvre ces mesures. Alors, élément important, c'est que nous avons 1980, la première réforme de l'État, nous on en connaît pas mal. La 6e réforme de l'État est intervenue en 2015 et là, elle a amené énormément de nouveautés, au niveau des jeunes en conflit avec la loi, puisque dorénavant, depuis 2015, donc, la détermination des mesures qui peuvent être prises à l'égard des jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction avant l'âge de 18 ans, qui était fixée pour tous par la loi fédérale, est maintenant de la compétence des communautés. Et donc nous avons, au niveau de la communauté française, comme l'ont fait les collègues des communautés néerlandophones et germanophones, adopté notre propre législation en matière de détermination des mesures à l'égard des jeunes en conflit avec la loi. Ceci dit, ce décret, il reprend les grands principes de la loi fédérale de 1965 qui avait été révisée en 2006 et qui a introduit un principe auquel nous sommes toujours très attachés, c'est le principe de la hiérarchie des mesures. Notre décret a visé à opérationnaliser ce principe, parce que c'était un principe, un beau principe qui était affirmé depuis donc 2006. Moi, je vais vous dire, pendant mes 30 ans dans les services compétents pour les mineurs en conflit avec la loi, pendant les premières quinzaine d'années, on n'a pas arrêté de créer de nouveaux services à régime fermé. Et le dernier qui a été créé, il l'a été en 2010, donc 4 ans après qu'on ait adopté le principe de la hiérarchie des mesures. Donc vraiment, et c'est le fruit de la réforme que va vous présenter ma collègue, le législateur a accepté de dire on retient les principes qui est protectionnel, défense de l'aspect protectionnel, qui était déjà dans la loi fédérale, on le maintient et on se concentre pour donner réellement les moyens, organiser nos services pour que ce principe les magistrats de la jeunesse, parquet d'ailleurs et siège, aient à leur disposition les mesures alternatives à l'enfermement, aux mesures de placement en IPPJ. Deuxième grande, et je vais commencer par là, on a communautarisé aussi la gestion des centres destinés à accueillir jusqu'à l'âge de 23 ans, et je percevais bien votre débat parce que la question est maintenant de voir si on ne doit pas aller plus loin, jusqu'à 25 ans. Jusqu'à l'âge de 23 ans, les jeunes qui ont fait l'objet d'une mesure de dessaisissement. Alors je ne sais pas, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est le dessaisissement. Et donc le dessaisissement concerne des jeunes qui sont âgés de 16 à 18 ans au moment du fait, qui sont renvoyés vers les tribunaux ordinaires. Autrement dit, le dessaisissement, c'est l'exception à la règle qui est toujours en vigueur dans les 3 communautés, d'ailleurs, malgré la communautarisation, que le mineur en dessous de 18 ans est considéré comme irresponsable pénalement, car manquant de discernement, donc doit bénéficier
de mesures de protection et d'éducation. Le dessaisissement est une exception. Et donc nous avons adopté un décret avec cette particularité, c'est que la communauté est compétente pour gérer le fonctionnement du centre en interne, ce qu'on appelle sinon le statut interne du détenu. Qu'est-ce qu'on fait avec le détenu passé dans ce centre? Par contre, l'État fédéral, puisque c'est une exception au principe protectionnel, c'est l'État fédéral qui applique des règles pénales dans ce sens. Donc on doit cohabiter avec deux législations qui ont des objectifs extrêmement différents. Je vais vous dire, pour avoir la gestion de ce centre dans mes attributions, ça ne fonctionne pas très bien. Et pour plusieurs raisons. Donc, en fait, le dessaisissement, exception à l'irresponsabilité pénale du mineur, c'est la possibilité pour le tribunal de la jeunesse, par décision motivée, de se dessaisir d'un dossier concernant un jeune mineur âgé de 16 à 18 ans au moment des faits. Lorsque le tribunal, donc quand ça peut intervenir, lorsque le tribunal estime inadéquate une mesure de protection au regard des offres et mesures protectionnelles déjà prononcées, les éléments pris en considération ne sont pas seulement la fréquence et la gravité des faits, mais aussi la personnalité et le degré de maturité du jeune, et après avoir procédé à une étude sociale et à une expertise médico-psychologique indépendante. Autrement dit, la procédure menant quand même au dessaisissement est très longue. Ce qu'il fait, ce qui veut dire que, puisque c'est pour des faits entre 16 et 18 ans, que la procédure, quand la procédure a abouti à un dessaisissement, le jeune est proche de la majorité. Et actuellement, on observe, et on va avoir des rencontres avec les magistrats des tribunaux ordinaires prochainement, parce qu'on observe que lorsque donc le jeune est dessaisi, alors soit il est mis immédiatement en détention préventive dans le centre, mais ce n'est pas dans la majorité des cas. Curieusement, parce que je peux vous dire que les dessaisissements interviennent pour des dossiers très lourds. Aujourd'hui, le dessaisissement en Belgique francophone, ça représente une petite cinquantaine de mineurs. Il y a 10 ans, on était encore à une centaine. Donc, on va plutôt dans le sens où on évite, on utilise moins cette exception. Mais le problème, c'est que quand donc, le jeune ne fait pas l'objet de détention préventive, qu'on attend le jugement pour voir quelle sera sa condamnation, on constate que finalement, il y a très peu de mandats d'arrêt et très peu de condamnations qui arrivent à un enfermement, une peine privative de liberté. Alors on va se dire, on va s'en réjouir. Nous, tous les organismes qui défendent le droit des jeunes, la justice, ben, tant mieux, il n'y a pas de dessaisissement, il n'y a plus d'enfermement. Oui, sauf que si le jeune recommet un fait, et il est vérifié que c'est le cas, quand il n'y a pas eu de réaction au départ des tribunaux ordinaires, il a commis un fait au-delà de 18 ans, et donc établissement pénitentiaire pour majeurs. Voilà. Donc, tout ce phénomène est en réflexion. Certes, oui, nous défendons, nous sommes attachés à l'irresponsabilité pénale du mineur en dessous de 18 ans. Il y a cette exception. Elle est quand même un peu inquiétante parce que voilà, beaucoup de mineurs se retrouvent en établissement, enfin, beaucoup de jeunes, majeurs se retrouvent en établissement pénitentiaire. Voilà, vous verrez dans le PowerPoint, il y a d'autres questions relatives à ce centre communautaire pour mineurs dessaisis. Pour le moment, nous n'en avons qu'un, avec une capacité de prise en charge de 13. Pour le moment, nous avons 4 jeunes. Donc, ce qui illustre que ce que je vous disais, c'est que donc, ils sont transférés en établissement pénitentiaire et donc ne peuvent pas profiter du statut interne du détenu qu'on a développé et qui est relativement calqué sur celui de la protection de la jeunesse. Alors, ici, vous avez ce schéma qui illustre, et là, ici, maintenant, je parle des institutions publiques, je vais parler des institutions publiques de protection de la jeunesse, qui sont qui est la mesure ultime
des mesures mises à disposition des magistrats. Vous avez ici dans le tableau, je ne vais pas le commenter, mais vous avez ici le tableau qui résume ce principe de la hiérarchie des mesures. Il est question actuellement de développer encore les mesures qui sont à disposition du ministère public. Je n'en parle pas maintenant, mais donc vous avez toute une série de services, dont des services qui mettent en œuvre les actions restauratrices et éducatives. Les salles sont très importants chez nous, qui sont des institutions, je pense que vous dites, qui font partie du secteur associatif habilité. On parle de services agréés. Bon, voilà. Et donc, ce n'est qu'à partir du moment où étaient tentées des offres restauratrices, l'accompagnement dans le milieu de vie, on parlera d'accompagnement dans le milieu de vie pour les mineurs délinquants, que le juge, le motivant dans son ordonnance, peut ordonner une mesure de placement en IPPJ, Institution publique de protection de la jeunesse. Et il est obligé d'abord vérifier si ce jeune peut bénéficier d'une place en IPPJ à régime ouvert, et avant d'envisager une place en IPPJ à régime, enfin un placement en IPPJ à régime fermé. Alors, très rapidement, moi, je vous dis, je travaille quand même depuis longtemps dans le secteur. Je n'ai pas encore sûr d'avoir compris quelle était la différence entre l'ouvert et le fermé. Et je vais... bon, si, il y a des différences, mais voilà. Je passe le type de prise en charge, etc. Bon, alors, les conditions d'admission, voilà, c'est ça. Donc, au niveau des IPPJ, en fait, ce qui distingue pour les conditions d'admission, bah, oui, l'entrée en régime fermé suppose, par rapport au régime ouvert, des faits commis de plus grande gravité. Bon, là, notamment à ajouter les infractions terroristes. Bon, vous voyez la liste des faits qui sont mentionnés. En fait, ce qui distingue chez nous très fort le régime ouvert et fermé, oui, vous dire quand je dis je ne sais pas encore exactement la différence, c'est parce que le législateur ne la définit pas non plus. On trouve vaguement, dans un commentaire d'une modification de la loi de 65, une définition qui dit que un établissement est fermé lorsqu'il offre une garantie suffisante pour que le jeune ne s'enfuit pas, quoi. Et donc, si vous voyez les IPPJ à régime fermé, ben, si certains en ont déjà visité chez nous, ben, ce sont des institutions qui sont enclavées dans une clôture qui fait 6 mètres de haut. Et de fait, nous avons très peu d'évasions. Souvent, les évasions que nous avons connues, c'est lorsqu'on a ouvert une nouvelle unité que les jeunes sont assez... nous aident, en fait, à voir comment, à l'avenir, ils peuvent ne pas s'échapper. Bon. Mais la grande différence, donc les institutions sont donc, les jeunes placés en régime fermé, ben, ils sont vraiment enfermés, mais cet enfermement, dans nos institutions à régime fermé, il est en fait, cet enfermement strict, il est en fait de très courte durée. Il est de 2 mois. Après 2 mois, le jeune peut bénéficier de sorties encadrées, voire même de sorties en autonomie. Nous avons des jeunes, à l'IPPJ de Braine-le-Château, j'ai oublié de vous dire, il y a 6 IPPJ, 5 pour garçons, 1 pour jeunes filles. Nous ne sommes pas encore passés à la mixité. Je pense que peut-être on verra qu'en Espagne, c'est déjà le cas, pas chez nous. Mais donc, en régime ouvert, en régime fermé, sauf si le magistrat, et il ne peut le faire, le juge de la jeunesse, et il peut le faire pour une durée de 3 mois, interdit toute sortie. Mais en principe, les jeunes bénéficient de sorties après 2 mois de prise en charge. Ça a été un gros sujet de débat. Évidemment, je comprends, l'actualité belge ne vous dit sans doute pas grand-chose, mais nous avons connu l'affaire Jovan Olsbeek chez nous en Belgique, qui a conduit le pouvoir politique à envisager d'interdire toute sortie pour les jeunes placés en régime fermé. Mais voilà, je pense que
En tout cas, nous avons tenu bon, et c'est sans doute aussi peut-être parce que nous avons dans notre pays un régime de coalition qui fait qu'un parti politique ne peut pas imposer seul ses intentions. En régime ouvert, une institution en régime ouvert, elle est, le jeune peut rentrer chez lui le week-end en congé. Voilà. Maintenant, pour autant, est-ce que une institution en régime ouvert, les institutions en régime ouvert sont-elles, oui ou non, privatives de liberté? Alors, de nouveau, je pense que je n'ai pas beaucoup plus de temps de développer ça, mais simplement vous dire que, en tout cas, si on analyse la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui dit que pour déterminer si un individu se trouve privé de sa liberté, au sens de l'article 5, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères, oui, nos institutions, nos IPPJ à régime ouvert, qui n'autorisent pas que le jeune s'en aille à son gré, qui n'autorise pas, qui peut placer ces jeunes dans une chambre d'isolement et donc l'écarter du groupe, évidemment à des conditions qui sont clairement déterminées. Donc, je conclus, vous lirez les documents si ça vous intéresse, mais oui, pour nous, nous avons considéré que le régime ouvert était aussi un régime privatif de liberté. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai été surprise, et j'en viens directement à ce qui constitue mes questions, et qui sont petites questions que j'espère sur lesquelles on pourra échanger avec certains d'entre vous. Donc, certains magistrats même ont défendu chez nous que le régime ouvert d'une IPPJ, ça devait signifier que le jeune avait la liberté d'aller et venir à son gré et de fuir l'aide proposée. Étrange comme vision des magistrats, mais voilà, il y en a. Le régime fermé est-il un lieu qui offre les garanties, qui offre uniquement les garanties matérielles contre l'évasion? Non, je viens de vous expliquer en tout cas que chez nous, le régime fermé pouvait signifier autre chose et pouvait s'accompagner de sorties. Bon, je pense que c'est évident pour tous les professionnels de la protection de la jeunesse, en particulier ceux qui travaillent avec des mineurs enfermés, que la possibilité de sortie est une activité absolument fondamentale. Les activités organisées ou en autonomie, c'est vraiment un outil fondamental pour envisager et travailler la question de la réinsertion. Alors, le régime fermé est-il un enfermement strict dans la durée et sans condition de sortie? Je vous ai dit non. Je reviens, est-ce un lieu qui offre les garanties matérielles contre l'évasion? J'ai eu l'occasion, lors de leur création, de visiter un centre éducatif fermé, celui de Beauvais. J'ai été effarée parce qu'on présentait ces centres éducatifs fermés, enfin, de notre perception en Belgique, de ce qu'on pouvait écouter de l'actualité politique, et comme les structures les plus sévères du système français. Moi, j'arrive là, je vous ai parlé de nos institutions avec des clôtures de 6 mètres, j'arrive là, je vois un muret d'1,20 m, je dis toujours à mes collaborateurs, je les fais toujours rigoler, encore aujourd'hui, à 64 ans, je pense que je peux passer le mur très rapidement. Sauf que je me suis documentée, j'ai lu un peu ce qu'il en était, sauf que, évidemment, la fermeture pour le jeune, elle est dans la tête, parce que s'il passe le mur, il a des chances, c'est ce qu'on m'avait expliqué, ce que je crois avoir lu et comprendre aussi de ce qui a été dit aujourd'hui, il a la chance de se retrouver en établissement pénitentiaire. Nous n'avons pas, évidemment, ce mécanisme. Donc nous avons les hautes clôtures, mais le jeune n'ira jamais, même d'ailleurs s'il s'évade, il n'ira jamais en établissement pénitentiaire. Enfin, il y a une question vraiment très intéressante, parce que nous avions voulu faire cette délimitation entre régime ouvert et régime fermé selon
ce qui a été mis en place en Espagne, en tout cas en Andalousie, c'est l'idée que les jeunes placés en régime ouvert et régime fermé pouvaient cohabiter dans un groupe de vie. Nous avons voulu implémenter cela. En tout cas, pour certaines unités, on a dû faire marche arrière, simplement parce qu'il faut le dire, aussi un des inconvénients au niveau belge, que ce soit en Flandre ou en communauté française, c'est que nous avons hérité pour nos institutions publiques de protection de la jeunesse de structures qui anciennement étaient des établissements pénitentiaires, que nous avons adoptés vaille que vaille, mais qui restent quand même, en tout cas pour le régime fermé, oui, d'aspect carcéral. Alors, je voudrais dire aussi que pour cette question ouvert-fermé, j'ai vu aussi que le contrôleur général des privations de liberté en France, ses compétences étaient centrées sur les EPM et les CEF. J'ai été revoir récemment. En Belgique, nous venons l'équivalent du contrôleur général privation de liberté, ce sont les commissions de surveillance qui font de manière inopinée des visites de toutes nos institutions tous les mois. Il a été décidé, après la recherche justement sur la notion de privation de liberté, d'étendre cette commission de surveillance tant aux IPPJ à régime ouvert. Je ne pense pas que ce soit le cas en France. Voilà, je m'arrête là et je passe la parole. Oui, je fais juste une parenthèse. C'est très intéressant tout ce que vous venez de nous expliquer sur ouvert-fermé. Ça sera, je pense, abordé cet après-midi. Donc, s'il y a des questions sur ce thème-là, parce que cet après-midi, on en parlera. S'il y a des questions sur ce thème-là, elles seront pour plus tard. Et donc, je vous laisse là. Excusez-moi, je vous ai interrompu. À vous. Voilà. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler donc des aspects pédagogiques de la prise en charge, puisque chez nous, nous avons récemment connu une réforme conséquente des projets des services publics qui prennent en charge les mineurs en conflit avec la loi, donc les institutions publiques de protection de la jeunesse et les équipes mobiles d'accompagnement. Cette réforme, elle se traduit par l'implémentation de ce qu'on appelle un continuum ou un trajet éducatif et de référents méthodologiques communs à l'ensemble des acteurs qui interviennent dans ces services. Deux éléments importants pour nous. D'abord, c'est que cette réforme, elle a vraiment été pensée et implémentée de manière progressive, étape par étape, avec les premiers travaux concrets qui ont démarré en 2015 pour une implémentation complète du dispositif, si je peux dire ça comme ça, en 2024. Aujourd'hui, en 2025, on est encore dans une phase d'ajustement, d'adaptation, avec une évaluation globale de la réforme qui doit encore être menée. Et le deuxième élément important, c'est que depuis 2015, depuis le début des travaux, eh bien, on a la chance de travailler avec l'accompagnement d'une université belge, qui est l'Université de Liège, et plus particulièrement avec le professeur Cécile Matisse. Et ça, c'est vraiment un accompagnement qui est très important pour nous et qui s'inscrit dans la durée. Au niveau des objectifs qui étaient poursuivis par cette réforme, il y en a plusieurs. Et le premier, c'est le principe que vous a évoqué ma collègue, c'est le renforcement du principe de la hiérarchisation des mesures, vraiment comme socle de base à cette réforme, mais également l'articulation des projets éducatifs de ces services entre eux. Alors ça peut paraître logique, ce n'était pas le cas avant, on avait une série de projets différents qui n'étaient pas forcément connectés, articulés entre eux, avec l'idée aussi de répondre aux besoins des jeunes plutôt que d'instaurer des durées de prise en charge qui étaient fixées a priori. Ces services, auparavant, les projets avaient des durées parfois déterminées, 15 jours, 30 jours, 40 jours, et les jeunes passaient d'une structure à l'autre sans forcément qu'il y ait d'articulation entre eux. Éviter par conséquent les placements répétitifs et les interventions répétitives auprès de ces jeunes et éviter les ruptures inutiles dans la relation avec ces jeunes. Mais aussi la volonté d'harmoniser les pratiques et de développer un langage commun en s'appuyant sur des modèles probants et des données empiriques. C'est sur cet objectif en particulier que je vais m'attarder aujourd'hui. Et alors un dernier objectif, c'était d'impliquer davantage le jeune dans sa prise en charge et garantir cette cohérence tout au long de son parcours au sein de nos services. Voilà. Alors le continuum éducatif, qu'est-ce que c'est? Pour résumer rapidement, de tous ces projets qui préexistaient, on a simplifié et rationalisé en deux grandes missions qui sont des missions qui sont quand même complémentaires et interconnectées, l'évaluation d'une part et l'intervention d'autre part.
Donc on a des services qui sont spécialisés, qui ont été formés pour mener de l'évaluation et d'autres pour mener de l'intervention. Précision importante, c'est que ces deux missions, elles existent tant en hébergement qu'en ambulatoire, avec cette volonté de renforcer le principe de la hiérarchisation des mesures et de donc favoriser au maximum le maintien du jeune au sein de son milieu de vie quand c'est possible et d'éviter donc le placement. Alors, le continuum éducatif, il prévoit un passage par une structure d'évaluation avant d'intégrer une unité d'éducation d'une IPPJ, c'est-à-dire les unités qui font de l'intervention en régime ouvert ou en régime fermé, comme expliqué précédemment. Et cette articulation des prises en charge, voilà, la volonté, c'est qu'elle soit vraiment équitable pour l'ensemble des jeunes et qu'elle s'appuie donc sur une même méthodologie pour l'ensemble des jeunes qui sont confiés à une institution publique. Voilà, vous avez un petit résumé sur le schéma avec les structures d'évaluation et ensuite de l'intervention, qui peut aussi être réalisée évidemment par d'autres services que les services publics. On a évoqué les SAR avec les mesures de médiation, de prestations d'intérêt général, ou même des mesures hors aide à la jeunesse, comme des mesures qui relèveraient par exemple du secteur de la santé mentale. On a en réalité un troisième type de prise en charge, mais je ne vais pas m'attarder dessus aujourd'hui. C'est des services de time-out qui permettent de garantir là, la continuité avec les services justement hors service public. Voilà, ici je ne m'attarde pas, on vous a remis ce que représentent ces services au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 8 équipes mobiles d'accompagnement, dont 3 à Bruxelles. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on a le plus de jeunes qui sont pris en charge par rapport à la densité de population. Et 6 IPPJ, ma collègue l'a évoqué, donc je ne m'attarde pas sur ce point. Voilà, alors donc je vous ai expliqué les principes de ce qui était dans les grandes lignes le continuum éducatif, et j'en reviens à l'objectif sur lequel je vous ai dit que j'allais m'attarder, à savoir le développement d'un langage commun en s'appuyant sur des modèles probants et des données empiriques. Et donc c'est là que le partenariat qu'on a avec l'Université de Liège prend tout son sens, puisqu'en 2015, les premiers travaux ont démarré avec une recherche qui a été confiée à l'Université de Liège. Et donc à l'issue de cette recherche et du comité d'accompagnement de cette recherche, eh bien, des choix ont été posés en termes de méthodologie choisie pour ces structures d'évaluation, avec au niveau des enjeux, ça a été évoqué ce matin, cette tension entre voilà, l'évaluation de la récidive, donc la volonté d'avoir un outil qui permette une prédiction fiable du risque de récidive, mais aussi d'un modèle qui se voulait plus humaniste et plus global pour la prise en charge et la réinsertion des jeunes, puisque de cette évaluation, l'intérêt est qu'on puisse également dégager des objectifs d'intervention pour la prise en charge de ces jeunes. Et donc ce qui a été retenu en conclusion, je vais très vite et je vous passe les détails, c'est la combinaison de 2 modèles au sein d'un même outil, donc le RBR pour le volet évaluation du risque de récidive et le GLM au sein d'un même outil que l'on appelle ERIFOR, je vous l'explique juste après. Et donc avec la volonté, tant au niveau de l'évaluation des objectifs d'intervention, d'intégrer tant les aspects problématiques que l'on rencontre dans les situations des jeunes que les aspects positifs, les forces qu'on va venir renforcer au sein de la prise en charge. Alors, ERIFOR, très rapidement, pour résumer ce que c'est en réalité une adaptation de l'YLS-CMI que sans doute une partie d'entre vous connaissent, choisie pour ses qualités psychométriques, et la création d'une échelle d'indicateurs de force, de ressources que l'on peut rencontrer dans la situation des jeunes pour les mêmes domaines. Et donc cette évaluation, elle s'appuie sur 8 domaines relatifs à la vie des jeunes qui sont reconnus comme étant déterminants dans la prédiction et les conduites de délinquance générale. Et outre l'investigation de ces 8 domaines de manière systématique, il y a aussi l'identification des facteurs de réceptivité. Les facteurs de réceptivité, c'est quoi? C'est les spécificités que l'on peut rencontrer chez le jeune ou chez leur famille. Et pour rebondir sur l'intervention qu'a faite la magistrate juste avant nous, c'est là qu'on retrouve tout ce qui a trait au trauma, etc., dans l'histoire des jeunes. Alors voilà, simplement pour vous montrer de manière synthétique à quoi ressemble la conclusion de l'évaluation ERIFOR, pour chacun des domaines, vous avez de manière visuelle le curseur que l'on retrouve au niveau des problématiques, mais aussi à chaque fois au niveau des forces pour les mêmes domaines, hormis pour le domaine d'historique d'infraction, qui est le seul domaine statique et où là, on n'identifie pas de force à l'historique d'infraction commis par les jeunes.
On avait repris ici la définition de ce qu'est une problématique, ce qu'est une force. Je ne vais pas m'y attarder, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la présence d'une force n'est pas forcément le contraire de la présence d'une problématique. On peut avoir un domaine avec un nombre de problématiques assez élevé, mais quand même la présence de force également. Donc pour conclure, les structures d'évaluation, qu'est-ce qu'elles font? Une évaluation formelle, identique pour tous les mineurs en termes de méthodologie, et qui repose sur des contenus qui sont validés scientifiquement. Et cette évaluation, elle a deux sous-objectifs. D'une part, ce sera de proposer aux magistrats une orientation qui semblerait être la plus adéquate. C'est toujours le magistrat, évidemment, qui prendra sa décision en fonction éventuellement d'autres éléments qu'il aura également à sa disposition. Et alors, c'est aussi dégager des pistes pour développer des objectifs concrets d'intervention ensuite avec le jeune pour la suite de son parcours. Voilà. Ce qui me permet de poursuivre avec l'intervention, puisque là, il a également fallu déterminer la méthodologie, les modèles mis en œuvre pour intervenir auprès de ces jeunes. Et là, au niveau des enjeux, il y avait la volonté vraiment d'articuler cette intervention avec l'évaluation qui avait été menée précédemment, mais aussi de miser sur les forces et les ressources de ces jeunes qui étaient déjà identifiés au niveau de l'évaluation. Et donc, là, cette intervention dans les structures d'intervention, elles sont vraiment centrées sur le Good Lives Model, avec un plan d'intervention qui est déployé étape par étape avec le jeune et qui vient s'alimenter notamment sur base des éléments observés dans le cadre de l'évaluation. Voilà, un petit mot simplement sur le Good Lives Model, peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas. Par rapport à ces principes sous-jacents, eh bien, on considère qu'un jeune qui a commis des faits qualifiés infractions, comme n'importe quel autre adolescent de son âge, il cherche à satisfaire ses besoins humains fondamentaux, mais en utilisant des moyens dysfonctionnels d'y parvenir. Et donc ici, dans ce modèle, ce n'est pas tant le jeune ou même ses aspirations profondes qui sont remises en question, mais simplement les moyens qu'il met en œuvre pour les atteindre. Et donc vraiment, un des objectifs principaux, ça va être d'inciter le jeune à l'acquisition ou au renforcement de forces qu'on a déjà identifiées pour lui permettre de trouver des moyens fonctionnels et prosociaux de satisfaire ses besoins fondamentaux. Voilà, donc vraiment ici le Good Lives Model, plutôt que de viser la non-récidive en tant que telle, il soutient ici ce qu'on appelle le processus de désistance ou de désistement de la délinquance, avec ici pour les professionnels quand même un glissement, un changement de paradigme et une vision non linéaire des parcours de ces adolescents. C'était évoqué également tout à l'heure, ce n'est pas tant la réponse qui est amenée, mais que le parcours est de là où vient le jeune, quelque part, au moment où la mesure est proposée. Voilà. Et je termine simplement, j'ai essayé de synthétiser mon propos sous forme de schéma pour illustrer ce changement de paradigme, avec vraiment au niveau des structures d'évaluation toujours quand même un modèle d'évaluation du risque de récidive, avec déjà l'implémentation du Good Lives Model dans le cadre de l'identification des forces et des ressources des jeunes, qui permettent là de développer des objectifs d'intervention qui vont se décliner de manière plus concrète avec une approche centrée sur les forces dans le cadre des services qui font de l'intervention. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Est-ce qu'une question, une seule, s'il y en a une dans la salle, ou sinon on reporte au débat de l'après-midi? Oui. Vous n'avez pas d'inconvénient? S'il y a une question... Alors, il y a une question quand même. Bonjour, pardon, la question sera très courte et peut-être que l'information a été donnée, mais elle m'a échappé. Je suis Frédéric Faure, directeur régional de la PJJ des Hauts-de-France. Donc on est très très voisins. Je voulais savoir le temps moyen d'accompagnement des mineurs en conflit avec la loi, d'une part en EMA, d'autre part en IPPJ. Est-ce que vous sauriez le dire? Ça dépend du régime. Donc en régime ouvert, on est aussi sur 4 mois et demi. En régime fermé, c'est quand même un petit peu plus long, on est presque à 8 mois. Il y a aussi une différence entre les filles et les garçons. Mais effectivement, on a beaucoup moins de filles qui sont prises en charge que de garçons. Et alors en EMA, là, ça varie vraiment en fonction des zones géographiques. Et à Bruxelles, on est sur des durées d'accompagnement qui sont plus longues. Pour une série de facteurs qu'on n'a pas encore identifiés clairement, mais il y a effectivement l'effet grosse ville. On a l'effet à l'origine
des mesures qui sont aussi différentes dans les grosses villes. Donc là, on a une durée en général plus longue, en sachant que la mesure EMA, elle peut aller jusqu'à 1 an d'accompagnement, et sachant aussi que c'est une mesure quand même de suivi intensif en famille. Voilà, après, le principe du trajet éducatif, on ne l'a pas évoqué ici, mais c'est aussi le passage progressif d'une mesure plus contraignante vers une mesure de réinsertion dans le milieu de vie. Et donc, souvent, les jeunes, quand ils sortent d'IPPJ, une des mesures, enfin, la première mesure d'orientation, c'est un retour en famille avec l'accompagnement EMA qui vient poursuivre le travail entamé en IPPJ avec de nouveau les mêmes référents d'intervention qui permettent de garantir la continuité. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Tout à fait, oui. Merci pour votre Maintenant, présentation aussi. Au-delà de la durée de la mesure, on est vraiment actuellement dans une période très compliquée où il y a énormément vous dites déferments ou de saisines des magistrats de la jeunesse pour du placement en régime fermé. Donc on est dans un contexte où il manque des places en régime fermé et où voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir. Il faut dire qu'on est aussi, et d'ailleurs merci à la PJJ française avec qui on a collaboré pour l'organisation de cet événement, puisqu'on est confronté maintenant à Bruxelles au phénomène du narcotrafic. Notre procureur du roi de Bruxelles est d'ailleurs lui-même mis sous protection, tant il a décidé de s'opposer à ces organisations criminelles. Mais donc on est actuellement dans des situations où on manque de place, et c'est jamais bon quand on manque de place, parce qu'il suffit d'une sortie médiatisée, très fortement médiatisée, pour qu'on retombe dans des travers du style plus de place et interdire les sorties aux jeunes, etc. Alors, merci. Jean-Michel, tu avais une question alors. Mais c'est une faveur exceptionnelle. Centre fédéral d'Everberg, qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Non, c'est une des conséquences de la 6e réforme de l'État, puisque les centres, il n'y a plus à part les établissements pénitentiaires, mais pour les majeurs, mais il n'y a plus de centres gérés par le fédéral et donc de centres fédéraux fermés. Là où il y a encore une cogestion entre l'État fédéral et les communautés, c'est le fameux centre communautaire pour mineurs dessaisis, puisque le fédéral est compétent pour définir les peines et l'élargissement des peines, c'est l'application du code pénal, tandis que la communauté est compétente pour définir le projet éducatif qui sera développé au sein de ce centre. Mais les centres fédéraux fermés n'existent plus depuis la mise en œuvre de la 6e réforme de l'État en 2015. Merci.